projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité, c'est Laure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Rencontre avec Jean-Jacques Lumumba, ce cadre dans une banque de Kinshasa a découvert des malversations et les a dénoncées. Il est aujourd'hui l'un des lanceurs d'alerte africains les plus connus. Il milite pour la protection des droits de ceux qui trouvent le courage de dénoncer la corruption. C'est notre invité du jour. Suite à diverses menaces reçues, je suis arrivé en Europe un peu de la façon la plus cavalière et un peu plus forcée, si je peux m'exprimer ainsi. Direction Accra est un lieu encore rare en Afrique, une bibliothèque dédiée aux auteurs africains et de la diaspora pour faire apprécier leur contribution à la littérature mondiale. C'est le principal espace de la bibliothèque de l'Afrique et de la diaspora africaine. Et dans cet espace ici, nous avons des livres principalement écrits par des écrivains d'origine africaine. De la Mauritanie au Sénégal, voyage avec les familles de pasteurs en première ligne du changement climatique et de l'insécurité grandissante. Elle commence à faire de plus en plus parler d'elle et pas seulement sur le continent. La littérature africaine s'exporte bien avec une nouvelle génération d'écrivains célébrés dans le monde entier. Et elle attire aussi des passionnés. À Accra, l'anglo-ghanéenne Sylvia Arthur a eu l'idée de développer sa collection personnelle en une bibliothèque de 4000 ouvrages pour rendre hommage à la contribution du continent à la littérature mondiale et encourager les jeunes auteurs. Notre journaliste John Awotui a visité ce lieu exceptionnel. Regardez. La scène littéraire en plein essor du Ghana a reçu une impulsion significative avec l'introduction de la Bibliothèque de l'Afrique et de la diaspora africaine au cœur d'Accra, fondée par l'écrivaine ghanéenne britannique Sylvia Arthur en tant que première bibliothèque offrant un modèle d'abonnement au Ghana. Au Ghana, l'accès aux livres culturellement pertinents est limité. Par culturellement pertinent, je veux dire des livres qui reflètent les gens qui les lisent. Nous sommes donc une bibliothèque qui se concentre sur les livres d'écrivains d'origine africaine, donc de descendance africaine, afro-américaine, caribéenne, noire britannique et noire européenne. Je pense qu'au Ghana, la lecture est considérée comme une activité assez académique. Et l'idée derrière une bibliothèque comme celle-ci, où l'accent est mis sur la fiction littéraire et la non-fiction narrative, est d'amener les gens à lire pour le plaisir, ainsi que pour les études. Sylvia Arthur est une collectionneuse de livres avec plus de 4000 livres dans sa collection personnelle. Sa collection comprend quelques très rares livres dédicacés par Kwame Nkrumah. Donc dans cette vitrine ici, nous avons des livres qui sont rares ou épuisés et dédicacés, et ils sont très difficiles à trouver aujourd'hui. L'un d'eux est mon autobiographie, signée par Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana en 1963. Et il a été dédicacé à Menem Williams, qui était le gouverneur du Michigan aux États-Unis et un grand défenseur de l'indépendance africaine à ses côtés. Nous avons une lettre signée par le secrétaire de Kwame Nkrumah à l'époque, qui s'appelait Michael D. Anang, et Michael D. Anang était un écrivain et un poète à part entière. Et voici aussi l'un de ses livres qui s'appelle Ghana Resurgent. Et juste à côté du livre de Michael D. Anang, nous avons le livre de Menem Williams, L'Afrique pour les Africains, qui a été écrit par le gouverneur du Michigan à l'époque. Et c'est à lui qu'est destiné le livre signé par Kwame Nkrumah. Il le lui a dédicacé. En 2017, elle a commencé la bibliothèque avec sa collection de livres personnels d'environ 1300 livres afin de rendre ses œuvres rares accessibles aux Ghanéens. La bibliothèque dessert actuellement un large éventail de clients qui comprennent des professionnels, des élèves, des étudiants universitaires et, chose assez intéressante, certains musiciens. C'est le principal espace de la bibliothèque de l'Afrique et de la diaspora africaine. Et dans cet espace ici, nous avons des livres principalement écrits par des écrivains d'origine africaine. Et ce que nous entendons par là, ce sont les écrivains africains, afro-américains, caribéens, noirs britanniques, noirs européens, etc. Donc ici, nous avons notre plateau d'écrivains africains et nous avons des livres d'écrivains de 41 des 54 pays au centre du plateau des écrivains africains. Nous avons une importante collection d'écrivains ghanéens que j'ai travaillé très dur
pour construire ces dernières années. Ici, nous avons notre plateau des écrivains des Caraïbes et nous avons des livres d'écrivains de nombreuses îles des Caraïbes également. De ce côté-ci, ce sont des écrivains noirs britanniques et d'écrivains noirs européens. Et puis, nous avons la section politique en termes de politique africaine et afro-américaine et caribéenne. Ensuite, nous avons des écrivains afro-américains. Et enfin, il y a une petite étagère juste là-bas qui concerne des écrivains du monde. C'est donc la seule étagère dans cet espace réservée à des ouvrages d'écrivains qui ne sont pas d'origine africaine. Avec sa bibliothèque, Sylvia entend soutenir la croissance de la scène littéraire du pays, qui est actuellement en difficulté. Dans sa bibliothèque, elle organise parfois des séminaires et des ateliers pour les écrivains et autres créateurs littéraires, transformant son espace en un environnement collaboratif où les écrivains et bibliophiles ghanéens peuvent communier. L'une des façons dont nous essayons de contourner la réticence des gens à lire est que nous organisons un certain nombre d'événements dans cet espace. Nous avons des concerts, nous avons des événements de style stand-up, nous avons des projections de films. Nous organisons une tonne d'événements qui amènent les gens à la bibliothèque afin qu'ils ne viennent pas nécessairement ici pour les livres au départ. Mais une fois qu'ils arrivent ici, ils voient tous ces livres. Qui est cet écrivain? Qu'ont-ils écrit? Pourquoi l'ont-ils écrit? D'où viennent-ils? Je pense donc que plus vous faites des choses qui ne sont pas nécessairement directement liées au livre, mais qui attirent les personnes, plus vous avez de chances d'amener ces personnes à s'intéresser au livre. La bibliothèque fonctionne sur un modèle d'abonnement. Les membres payent environ 8 $ par mois pour emprunter 2 livres à la fois. Les enfants payent 3,50 $ et peuvent prendre 4 livres. Fawziatou Moro, étudiante diplômée de l'Université du Ghana, est la marraine de la Bibliothèque de l'Afrique et de la diaspora africaine. Et au cours des 2 dernières années, elle a trouvé que la bibliothèque était une aide à son travail académique ainsi qu'à ses intérêts en tant qu'écrivain de fiction. Je me vois écrire au-delà des travaux académiques que j'écrirais habituellement si je vais dans le milieu universitaire. Je me vois écrire des non-fictions créatives, mais je suis presque tout le temps confrontée aux faits. C'est pourquoi il m'est très difficile de passer des faits à la fiction. Me trouvant ici, j'ai été initiée à de nombreuses formes de non-fiction créative qui ont élargi ma compréhension du genre et comment, en tant qu'historienne qui traite des faits, je peux manœuvrer pour les contourner et produire également une non-fiction créative. Alors oui, j'aspire à écrire et je pense qu'ici, c'est le cadre idéal pour moi. La plupart des gens qui viennent dans cette bibliothèque, qu'ils soient membres de clubs de lecture, qui s'intéressent uniquement aux livres et qui veulent être dans cet espace, je dirais que ce sont principalement des femmes. Je dirais aussi que si vous pensez aux écrivains ghanéens contemporains d'aujourd'hui, comme Ayesha Aruna Atta, Bisi Adjapon, Nana Ekwabrou Hammond, ce sont aussi des femmes. Donc je pense que les femmes sont en fait assez prolifiques sur la scène de la littérature du Ghana. La bibliothèque est bien placée pour avoir une influence positive sur la littérature, encore plus si elle est liée au continent. Et qui sait, le rayonnement de la bibliothèque d'Accra inspirera peut-être d'autres amoureux de la littérature en Afrique. Je vous le disais en titre, notre invité du jour, Jean-Jacques Lumumba, se bat pour l'avancement des principes d'éthique des affaires en Afrique. Ce lanceur d'alerte a même payé cher son attachement à ces principes puisque sa lutte contre la corruption l'a amené de Kinshasa en exil en France. Il a décidé d'y poursuivre son combat pour la défense de ses valeurs et des lanceurs d'alerte africains. Il s'est confié à Laurent Soustresse et à Thierry Schiller. Jean-Jacques Lumumba, bonjour. Vous étiez cadre bancaire en République démocratique du Congo et en juillet 2016, vous vous êtes retrouvé exilé en Europe. Que s'est-il passé? Il s'est passé qu'il y a eu des faits de malversation que j'ai constatés dans ma banque et malheureusement, suite à diverses menaces reçues, je suis arrivé en Europe un peu de la façon la plus cavalière et un peu plus forcée, si je peux m'exprimer ainsi. Ces malversations, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait de plusieurs millions de dollars qui étaient détournés soit des comptes de la Banque centrale du Congo ou beaucoup de malversations qui n'avaient pas d'explication et qui n'étaient pas, je dirais, orthodoxes par rapport à la législation congolaise et malheureusement qui étaient entretenues par le directeur général de la banque de l'époque. Donc vous avez tiré l'alarme et c'est là que les pressions ont commencé. Exactement, les pressions ont commencé, des menaces de mort et c'est ce qui a fait que
Quelques mois après, j'ai été obligé de quitter le pays. Par la suite, ma famille est venue. Par la suite aussi, mon frère et ma sœur sont arrivés en exil. Donc c'est un problème qui s'est aggravé au fil du temps. Donc un problème parti des questions de respect des règles ou de la réglementation bancaire, mais qui a pris une connotation très, très politique par la suite. Quand vous êtes arrivé en Europe, vous êtes arrivé avec ce que l'on appelle aujourd'hui les Lumumba Papers. De quoi s'agit-il exactement ? Il s'agissait, comme je l'ai dit, de plusieurs opérations de malversation financière dans lesquelles on retrouvait des opérations à des personnes liées à l'ancien régime, des sociétés liées à l'ancien régime qui passaient par la banque dans laquelle j'étais, mais qui ne respectaient aucune règle, où vous voyez par exemple des fonds provenant de la Banque centrale du Congo rentrer dans des comptes d'une entreprise privée et beaucoup d'opérations dans ce sens-là. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, voulant faire correctement mon travail, en faisant remarquer à ma hiérarchie, j'ai été menacé et obligé de quitter le pays. Donc il s'agit de plusieurs opérations, de plusieurs documents qui ont été remis aujourd'hui à la plateforme des lanceurs d'alerte en Afrique, qui gère et qui continue à exploiter ces documents pour pouvoir tirer au clair tout ce qui s'est passé à l'époque. Cette plateforme des lanceurs d'alerte en Afrique, qu'apporte aujourd'hui cette structure ? Au fait, cette structure aujourd'hui protège les lanceurs d'alerte en leur permettant de faire des dénonciations, que ce soit en interne, pour des pays, par exemple, qui n'ont pas de législation de protection de lanceurs d'alerte, ce qui est le cas pour la plupart des pays en Afrique, et de l'autre côté, à dénoncer cela auprès des instances judiciaires et surtout à offrir la protection aux lanceurs d'alerte, parce que vous savez, le problème du lancement d'alerte sur le continent africain, c'est qu'on se retrouve souvent face à des risques qui peuvent vous emmener de la prison à la mort, voire même en exil, parce qu'aujourd'hui, moi qui parle devant votre caméra, je me suis retrouvé en exil, comme beaucoup de lanceurs d'alerte qui se retrouvent aujourd'hui en exil ou en prison. Donc cette plateforme a ses compétences pour pouvoir faire jouer ses compétences, ses appétences à la protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Et de l'autre côté, si le risque est très grave, à travailler pour leur exfiltration, par exemple. Troisièmement, elle donne ses services à des pays qui le veulent, comme le Nigeria, pour pouvoir écrire des lois de protection des lanceurs d'alerte, afin que ceux qui dénoncent des cas de malversation ou de détournement financiers soient protégés dans leur pays. Ça s'est fait en Afrique du Sud avec l'affaire Gupta. C'est l'une des affaires qui ont été gérées par la plateforme des lanceurs d'alerte en Afrique, dirigée par l'avocat Henri Tulez et le maître William Bourdon. Très peu de pays africains disposent aujourd'hui d'une législation de protection des lanceurs d'alerte. Pensez-vous que c'est une exigence qui monte en Afrique, dans la jeune génération ? Vous savez, la jeune génération aujourd'hui en Afrique est en quête de changement et du bien-être en Afrique. Et ce besoin ne peut être soutenu que par de la bonne gouvernance surtout, et de la bonne gestion des ressources financières. Donc il se fait que les jeunes veulent que tous les faits de corruption et tout ce qui a été fait dans le passé puissent cesser, et que désormais ce que les jeunes vivent en Occident puisse être la même chose dans nos pays en Afrique. Cela, c'est grâce à la technologie aujourd'hui. On peut savoir quelle est la vie que mène un Belge, un Anglais, un Français, et on veut reproduire les mêmes choses chez nous. Et donc pour reproduire la même chose, on est en quête de cette volonté de changement et surtout de cette bonne gestion et de cette bonne gouvernance. Et donc la jeunesse africaine travaille et veut que les choses bougent dans le bon sens. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lancer l'alerte, dénoncer des faits de corruption, ce sont des choses qui prennent de l'ampleur et qui aujourd'hui s'installent dans le quotidien et dans le vivre ensemble de ces jeunes et de ce continent, parce qu'au finish, c'est des jeunes qui, même si pour la plupart n'ont pas eu
accès à l'éducation comme dans les pays les plus développés, mais la volonté de changement y est et l'entrepreneuriat y est, l'inventivité y est dans cette jeunesse africaine qui, il faut le souligner, dans 30-40 ans sera la jeunesse la plus importante de la planète. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Je vous emmène maintenant dans un périple extraordinaire, le quotidien de la transhumance des familles pastorales du Sahel qui font la route de la Mauritanie au Sénégal avec leurs animaux. 20 millions de personnes vivent de l'élevage dans cette vaste région et pour la majorité d'entre eux, l'amenuisement des ressources naturelles, eau et pâturage entraîne conflits et insécurité. Mais depuis 2015, éleveurs et villageois apprennent peu à peu à dialoguer à travers des comités locaux. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, financé par la Banque mondiale, a aussi atteint des résultats exceptionnels. Regardez. Golle jatam ko gaynaaka e fof ko gaynaaka dal takim ek ko ɗum tawimi tanam hen waɗ baabi ɓam hen mbaɗ so hoɗo gasi tan min eggan min jeela e hot oɗo jaman ene waɗi hen ɗo min gonata min jahata tan balɗe ɗiɗi min jotto hene waɗi hen ɗo min mbaɗata hedde balɗe sappo walla balɗe sappo e joyyi walla balɗe nogas ene hen waɗi min keeɓa hen caɗele ɓurnomi hen wurto mi ayni yahna kaake ɗe moƴƴe siko ɗe moƴƴi mi wawa hen wuur ko ɗum wurtimi hen eyi mbeɗa wona ko mbawmi sifde minen noon min keyita so min egga min dentinno dahmiri amen fof ha kawra min cuuro eyo min gadda daabeji amen min dow bagage amen min jaltin min tega dow saret so won paari min kaɓɓa ha teeɗi min kaɓɓa bonɗe amen eyi kaake ɗe départ jawta jaada gaynaka eyi sarteɗe ɗen kaɓɓa gabbo ala hoɗo ko wawata nani hoɗo heewatno min gona ɗo ha toɓ joni noon oɗo jamanu kam hoɗo ustot tan min jaa komin tawat toon ko foti min dañde mumen caɗele probléme ndiyam ga hayi guese mumen minen hen dañ kadi probléme mi indi kam haɗa indi fof ɓe kam aɓe ɗo keewa siko wurnonen to ɓen matiɗo ɗo wuɗɗi kam hoɗo koko ɗo yidde ndiyam ɗamde kam haɗam yeewe probléme sabu bi on somin jeeyi han min taw hombo waɗi han min taw mboɗo han min jollo janggat min gonɗo goto hen fof dañ barili min gar hoɗo ko noon noɗi hoɗo seeɗa tan noɗi hoɗo kam o ñamde nde kam min neɗɗo mankat ñamde tan yeeya mbawru mum sooda gooro mum ko noon tan min gonirami gooro amen min jooga hen ndiyam amen keddi ko won goor woro amen min cooda hen maaro min cooda hen nebbam min cooda hen dal wadde ko maaro gueƴe cewɗe ɗe min dañi min cooda hen gawri amen ɗum woni goor ɗum min codda kawlisi jafe-jafe yi may jànkuwante ak ñoom damay xëy fii di béy ba wàcc nit jóge fu Saalum ñëw fanaanal ci pegg tool bi xëy na sax gisul tool bi mais day jur gi dañuy wëtt guddi rek du ko yëg mën naa am fekk yëg ko mën naa am fekk yëg na ko waaye man fekk man béy naa ba ñibbi jur gi wëtt guddi ñëw fekk ñu dugg tool bi yàq lu bëri ma ñëw rek fekk ñu yàq sama ko toppee du ma ci mën moom dara day ñàkk waaw damay ñàkk li mu waroon a am rendement bi day wàññeeku. Le but de cette réunion, c'est d'engager un dialogue entre agriculteurs et éleveurs pour se comprendre, pour minimiser les conflits. On discute et on trouve des compromis. Avant la création de ce cadre, il y avait beaucoup de conflits qui ont même amené à des morts d'hommes, qui ont amené même à des empoisonnements d'animaux. Mais depuis la création du cadre, avec les concertations, avec les réunions que nous organisons au niveau des communes, au niveau des départements, il y a eu vraiment moins de conflits. mbeɗa wawi hen sifade hen honde baali taken ñakke ko refinatata mum il faut ñakke soko ñakkaka min koko daña probléme ko ñabbu mum tan tagui ga arde pour jawdi ndi dañan hoɗo koto ñaami
Saudi kam sa wonti hen ma ando woni hen c'est que sellaji ma ando c'est que no ɓiire aɗa nden ɓerde a yen ɓiire ane kadi ko noon tan mbatta ma woden ɓe janggimi gaynama. Et rappelons qu'entre 2015 et 2020, grâce à ce programme, des millions d'animaux ont pu être vaccinés, 181 points d'eau et 66 marchés à bétail ont été construits et réhabilités. Nous retrouvons maintenant Jean-Jacques Lumumba pour la suite et la fin de notre entretien de la semaine. Il se souvient de sa jeunesse quinoise à l'ombre du souvenir de son grand-oncle Patrice Lumumba et explore les voies du changement pour son pays. Écoutons-le. Jean-Jacques Lumumba, ce n'est pas une coïncidence si votre nom est familier à nos auditeurs. Vous venez d'une famille très connue. Exactement, je suis le petit-neveu de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo et l'un des héros du panafricanisme et celui qui, à côté de Kwame Nkrumah et de tant d'autres leaders africains, se sont battus pour la liberté et surtout la dignité de l'homme noir et du continent africain dans les années 1960. Quel souvenir gardez-vous de votre enfance et de votre jeunesse? Est-ce que ce grand-oncle était très présent? Il était très présent parce que vous savez, moi j'ai grandi chez mon grand-père, le petit frère de Patrice Lumumba. Et donc avec la maman de Lumumba, très vite quand on entrait dans la maison, les premières photos que l'on voyait, c'était la photo de mon arrière-grand-père, qui est le papa de Patrice Lumumba, et la photo de Patrice, la photo de Émile Kalema, qui est aussi l'un des frères de Lumumba. Donc vous voyez que j'ai grandi dans cette ambiance familiale où le souvenir et même la mémoire de Lumumba était célébrée tous les jours, en voyant sa maman qui est partie avec beaucoup de peine sur la brutale disparition de son fils. On parlait de cela tous les jours, donc c'est un souvenir avec lequel j'ai vécu tous les jours de ma petite enfance jusqu'à ce jour, parce que vous savez, ce qu'on apprend dans son enfance, on ne l'oublie jamais, mais on travaille pour le perpétuer. Est-ce que vous pensez que le souvenir de votre grand-oncle maternel a beaucoup joué dans votre engagement contre la corruption dans votre pays, ou est-ce que tout ça est arrivé un peu par hasard? Je pourrais dire que oui, mais il faut aussi dire que j'ai fait mes études chez les jésuites. Donc en ayant étudié chez des pères jésuites qui sont très rigoureux, et avec la rigueur dans laquelle j'ai grandi dans la famille, cela a contribué à travailler mon caractère et mon mental pour être un homme qui lutte pour les valeurs, qui lutte contre des malversations, qui lutte contre les mauvaises pratiques dans la vie. Parce que, vous savez, chez les prêtres, on est souvent puni pour un oui ou pour un non. Ça m'a forgé, et véritablement forgé, pour être l'homme que je suis aujourd'hui. Depuis votre départ, d'autres scandales ont éclaboussé le secteur bancaire congolais, et pas seulement le secteur bancaire congolais, mais actuellement on parle beaucoup des comptes prête-noms ouverts par l'homme d'affaires Dan Gertler. Quel regard portez-vous sur ces nouvelles affaires? Le regard que je porte sur ces nouvelles affaires, c'est que depuis les scandales qui ont commencé avec mes révélations en 2016, il n'y a pas eu beaucoup de réformes pour pouvoir limiter cela dans le secteur bancaire, ce qui n'est pas bien. Parce que vous savez, le but pour lequel nous nous battons et pour lequel je me suis battu, c'est aussi pour reformer ce secteur qui ne favorise pas des investissements sains. Et assainir un secteur financier, c'est sauvegarder et protéger toute une économie. Donc cela démontre qu'il y a des réformes à faire, il y a des évolutions à faire pour empêcher que demain, ça ne puisse affecter négativement ce secteur bancaire, parce que vous savez qu'il est très extraverti, il est très dépendant des devises étrangères, du dollar américain principalement et de l'euro. Donc il faut travailler pour que les investissements qui arrivent soient sécurisés. Et quand il y a beaucoup de scandales, ça n'aide pas à donner une très bonne image de l'économie du pays dans lequel il se passe. Et donc l'image que j'ai, c'est d'abord un regret, mais aussi une note d'espoir, parce que je me dis qu'il y a lieu aujourd'hui, avec des scandales de plus, de pouvoir travailler pour que l'image de ce secteur soit redorée, que des bonnes personnes soient à la bonne place et que demain, des bons investissements arrivent pour faire décoller ce pays qui
stratégiquement puissant et immensement riche, avec des minerais qui vont demain être à la base de la transition écologique. Donc il faut que le secteur bancaire suive et qu'il soutienne le potentiel énorme qu'a ce pays au centre de l'Afrique. De votre point de vue, que faut-il faire pour y arriver en premier? La gouvernance? Le Congo, depuis 1960, souffre d'un problème criant de gouvernance. Parce que vous savez, le premier régime congolais démocratiquement élu a été décapité. Et il y a eu une désarticulation de la classe politique depuis cette époque-là jusqu'à ce jour, où les élections sont contestées, où les gouvernants ne respectent pas les aspirations du peuple parce que malheureusement, ils ne dépendent pas de ce peuple-là, où ils ne reflètent pas la voix et la volonté de ce peuple. Donc il y a un problème de vision, il y a un problème de gouvernance et il y a un problème d'avoir des bonnes personnes à la bonne place parce que le Congo regorge des talents, que ce soit au niveau local ou au niveau international. Ce pays n'a pas un problème d'hommes, il a un problème de leadership à tous les niveaux parce que rien qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on remarque qu'il y a un problème de prévision, il y a un problème de planification, il y a un problème d'anticipation. Donc bref, c'est un problème de gouvernance et surtout de leadership. Récemment, on note de nouvelles organisations, notamment l'activisme d'une plateforme anticorruption qui s'appelle « Le Congo n'est pas à vendre ». Est-ce que ça vous donne de l'espoir? Ça nous donne de l'espoir parce que le Congo n'est pas à vendre, qui est une plateforme dans laquelle l'organisation dans laquelle je fais partie, UNIS, prend part parce que c'est une campagne qui a coalisé les forces de plusieurs ONG, tant nationales qu'internationales, et de plusieurs activistes pour pouvoir parler des questions de lutte contre la corruption et de transparence. Donc ça donne de l'espoir parce qu'aujourd'hui, ce que nous faisons est tant soit peu entendu par les autorités, même si les décisions qui suivent n'arrivent pas à satisfaire intégralement ce pourquoi les Congolais attendent. Mais ça donne de l'espoir parce que on a appris à se battre ensemble. Chacun ne se bat pas de son côté. On met tous nos efforts ensemble pour pouvoir aider à ce que ces questions qui fâchent, qui est surtout la question de la corruption dans notre pays, question de corruption qui est une question qui se vit dans plusieurs pays africains, est mis au centre et nous battons contre cette question en étant ensemble, en mettant toutes nos intelligences ensemble pour pouvoir faire en sorte que nous puissions être entendus et au Congo et en dehors du Congo et permettre à ce que demain les nouveaux contrats, les nouvelles perspectives puissent aider ce pays à être la force qu'elle représente. Donc c'est un espoir pour que d'avoir et de militer dans cette campagne et dans cette coalition qu'on appelle Le Congo n'est pas à vendre. Jean-Jacques Lumumba, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Jean-Jacques Lumumba ainsi que nos émissions sur notre site internet africaonair.com et bien sûr également sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa TV Show. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.